Bon, on a un panéliste qui est absent. Fait que je m'appelle M. Duhamel, Éric, de son petit nom, en entreprise à Bedford. Fait que moi, on lui a écouté sur une entreprise qui a des résultats le fun. C'était quelqu'un qui était prêt à partager également sa situation. Fait qu'il a été très, très, très généreux en nous fournissant là, les réponses aux questionnaires que j'ai soumis à nos trois complices que vous avez en avant. Fait que la façon qu'on va fonctionner, ce que je vous propose, moi je vais aller ce bord ici parce qu'on n'aura pas. C'est. En fait, moi je vais être le producteur qui est absent. Il va vous présenter son témoignage. Puis ensuite, au tour de rôle, ils vont, pour chacun des points là, que je leur ai soumis, ils vont présenter leur situation. On a la contrainte du temps qui est 3h30, c'est 15 minutes qui nous reste. 15 minutes, c'est serré. Est-ce que le groupe nous permet d'étirer de 5-10 minutes si jamais on a besoin ou si la moitié du... Qui s'en va à 3h30? Parfait. Excellent. Vous êtes minoritaire? Fait que je comprends qu'on peut se permettre. On va tout faire pour respecter par contre notre délai. Là. Il te reste 12 minutes. Là, il reste 12. OK, ça veut dire que... Que moi, je prends ensuite. On m'entend toujours. Attends un petit peu, check sur le micro. Test 1, test 2. Là, voilà. Donc, en fait, la présentation, l'entreprise que je présente, Éric Duhamel, c'est la ferme R&R Duhamel qui est située à Bedford. Vous avez Martin qui est au centre. Martin Jubal, la ferme de la Carrière. Il y a Jérôme Michon qui est du côté à votre gauche, qui est situé, en fait, c'est l'équipe Michon, la ferme, qui est située à la présentation. Puis Raphaël, que vous avez eu l'occasion d'écouter tantôt de la ferme Jeanne Michon. Dans le fond, vous avez le déroulement. Premièrement, on va faire une présentation brève de l'entreprise, une brève historique des rénovations, on va parler du système d'alimentation. Bon, toute autre information qu'ils jugent importante à nous partager au niveau du système d'alimentation, on va questionner à savoir s'ils ont l'élevage et s'ils ont de l'élevage, c'est quoi leur plan de match. Et finalement, pour conclure, selon eux autres, c'est quoi les points ou le point qui semble le plus important parce que l'objectif du panel, c'était de mettre en présence des entreprises qui ont une performance kilo de matière grasse par vache par jour. Puis là, quand je dis par vache, c'est par vache totale. C'est pas juste les vaches en lactation, c'est les vaches en lactation plus tari. Excellent. Donc, vous avez ici le portrait des 4 entreprises. Éric Duhamel, 61 kg produits, Carrière 77, l'équipe Michon 177 et la Jeanne Beauchemin qui est près de 500 kg. Vous avez les superficies de chacune des entreprises. On a un ratio chez Éric Duhamel, un ratio de 1,31 actuellement. Chez la Carrière, 1,34 avec Martin. L'équipe Michon, 1,30, puis Jeanne Beauchemin à 1,42. On est tous à 11 000 à 11 900 litres par vache de production. On a les deux premiers, Éric et la Carrière, qui sont en lactoduc et entravés, 2 traites par jour. On a l'équipe Michon qui est avec un robot. Et on a ici Carousel, pour ceux qui vous avez eu l'occasion de le visiter, 3 traites par jour. Vous avez le ratio Soline Dongras, 2,13 pour Éric, 2,23 pour Carrière. Jérôme, un petit peu plus difficile à ce niveau-là, 2,25. Puis vous avez Jeanne Beauchemin à 2,12. Donc vous voyez, on est un échantillon, là, un éventail assez varié. Puis vous avez en bas la marge. La première marge, c'est la marge de l'or par vache par rapport à la moyenne. Donc par rapport à notre moyenne de groupe, du côté de Éric, on fait 400$ par vache par année de plus que la moyenne de groupe. Du côté de la Carrière avec Martin, on est à 700. Du côté de Jérôme, 500. Et du côté de Raphaël, on est à 1000$ par vache de plus qu'on génère sur l'entreprise. Si on le regarde par kilo de matière grasse, et là la variation est beaucoup moins grande, vous avez probablement pu le constater avec les conférences là, de Vincent puis Stéphanie cet avant-midi. Quand on la regarde par kilo, du côté de Éric, il y a à peu près pareil, son résultat, sa marge. Quand on regarde du côté de Martin, on est à 100, Jérôme également 100, puis du côté de Raphaël, on parle de 200$ du kilo. Donc vous voyez que l'écart par rapport à la moyenne est beaucoup moins important quand on regarde par kilo. C'est toujours un gros débat, si tu mieux par kilo, si tu mieux par vache. Moi, je vous dis que par kilo, à valeur égale, je vais favoriser par vache parce que j'ai probablement moins de pieds carrés pour faire le même kilo. Puis vous savez, les pieds carrés, en 2023, c'est pas donné.
Puis ça me prend des hectares de plus, etc. Donc, le ratio par vache demeure très important. Nos 3 entreprises performent autant, sinon mieux, que par kilo. Là où ce qui se démarque, c'est par vache. Donc, la première question qu'on leur a soumise, c'était une brève description de l'entreprise, je viens de le faire. La deuxième, c'était au niveau des rénovations. Ce que nous transmet Eric comme information, c'est qu'ils ont construit une étable à Thor et à Vacheterie en 2019. Donc, c'est assez récent comme construction. Avant la construction, les vaches veillaient dans une grande stalle de 6 pieds avec des panneaux fermés de chaque côté. La nouvelle étable, elle, est isolée, puis les veillages sont lousses en tout temps. Ils ont remarqué qu'elles partent beaucoup mieux au veillage de cette façon-là. Puis les indices de transition de la canette ont augmenté depuis cette construction-là. Il y a beaucoup moins de stress dans ce nouvel environnement-là et la moyenne de lait a augmenté alors que le taux de gras, lui, s'est maintenu. Donc, ils ont l'objectif d'augmenter la productivité sans détériorer les composantes, ils l'ont atteint. Un gros avantage, je pense, qui est un fait qui n'est pas négligeable, c'est qu'ils ont construit eux-mêmes. Donc, ils ont eu beaucoup moins de coûts que quand ils se comparent avec d'autres entreprises, là, les coûts ont été beaucoup moins. Pourquoi je dis que c'est non négligeable? Parce qu'ils ont un bed pack, c'est un bed pack sur RIP. Donc, ça prend des pieds carrés, généralement peut-être un peu plus importants. Leur bed pack, ils le nettoient une fois par semaine au Bobcat en avant. Ils mettent de la RIP en arrière une fois par semaine également. L'arrière est nettoyé 2 fois par année, donc sur accumulation. Ils ont déjà été sur de la paille. Ce qui me marque en parenthèse, ça prenait une très grande quantité de paille, puis ça montait, par conséquent, ça montait beaucoup plus vite. Mais l'avantage, c'est qu'il y avait beaucoup moins de mammites, surtout pour les préparations au village. Ils ont également mis le Picmos, très bon contre les mouches et les bactéries, 2 fois plus absorbant que la RIP, mais pas facile à mettre. Il y avait une problématique l'hiver au niveau du gel, puis manutention pas évident, puis ça fait énormément de poussière. Donc, vous voyez, il y a 2 côtés à la médaille selon leur analyse au niveau du Picmos. Constat, ils préfèrent la RIP pour la simplicité de la gestion. Il n'y a pas de problème de mamite avec la RIP pour l'instant. Ils font mettre de la RIP de pain la plus grossière possible pour ne pas que ça entre dans les crayons. Puis s'ils venaient à avoir des problèmes de mamite avec la RIP, ils mettraient juste les préparations village sur la poêle. Pour l'instant, il est très satisfait et il voit que ça fait vraiment du bien aux vaches de marcher, rentable à long terme. Donc voilà pour la petite histoire au niveau des rénovations de Eric. Si on y va maintenant avec, avec Martin. Il aurait dû laisser là. Bon, dans le fond, la ferme, je suis copropriétaire avec ma conjointe. On est les 2 seuls à temps plein sur la ferme. On a rénové en 2004, on a agrandi en 2014, changé les installations, la laiterie. On a reconstruit attaché étant donné qu'on voulait rester juste tous les 2. Puis on trouvait que pour 50 vaches, c'était l'idéal pour ce qui est de notre type de gestion à nous. Une ventilation naturelle avec des ventilateurs cyclones pour l'été. On a une 3e rangée qui est lousse pour les taures. Éventuellement, là, on pense à faire un bed pack pour les vaches taries pour pouvoir se conformer aux nouvelles normes de bien-être animal. C'est pas mal ça, là, pour ce qui est des rénovations, constructions. Excellent. Jérôme? Nous, dans le fond, on a parti en 2014 avec 84 kilos, puis 2 robots de traite A4. Ensuite, en 2019, on a agrandi pour les vaches taries qui étaient en logette, on les a mis en bed pack. Ensuite, en hiver 2021, on a installé un 3e robot de traite pour ôter de la pression sur le troupeau et avoir plus de temps libre. Cet été, dans le fond, on a changé nos 3 anciens robots pour la nouvelle génération A5, puis on a remis de la ventilation dirigée dans l'étable. Dans le fond, des tunnels, mais on a remis d'autres fans pour faire circuler encore plus l'air. Puis dans le fond, aujourd'hui, on détient 165 kg. Il faut faire 175 avec le quota de la relève puis les pourcentages. C'est pas mal ça. Nous autres, les étapes sont toutes pas très vieilles non plus, mais le dernier agrandissement en fait était en 2017.
C'est un agrandissement qui était voué justement à redonner du confort aux animaux en transition. Fait qu'on a redonné, on a bâti un bed park pour les vaches taries puis les vaches à préparation vêlage sur Mousse de Tour. On a fait des grandes logettes pour les vaches les plus productives. Puis on a redonné de la ventilation dans la nouvelle partie puis dans la vieille partie avec des ventilateurs, des blast fans là, pour circuler l'air. Pour vraiment donner du confort aux vaches, puis surtout aux vaches début lactation, comme les vaches en pré-vêlage. Pendant ton micro, Raphaël, je te passerai la deuxième question. Au niveau du système d'alimentation, tu as chacun de tes groupes, ça fonctionne comment? Bon, physiquement, dans l'étable, j'ai 4 enclos en lait parce qu'on a agrandi comme par 2 fois. On avait commencé avec deux groupes physiques, puis là, en agrandissant, ça nous a fait comme 4 enclos physiques. Donc, tant qu'à avoir un mélangeur pas capable de tenir plus que l'équivalent d'un enclos, ben on s'est dit on va mettre ça à bonne. On va s'arranger pour que s'en servir à bon escient. Puis on fait des rations typiquement pour les animaux qui sont dans les enclos. J'ai un groupe 1, dans le fond, des fraîches vêlées ont une alimentation vouée à eux autres avec un petit peu plus d'acide aminé, un petit peu plus de précurseurs de glucose. On veut des petits cossins qui ont des additifs que les autres groupes n'ont pas. Après ça, j'ai mon groupe 2 et 3 qui sont séparés en ferme en lactation, mais pas forcément différents tant que ça sur l'alimentation. C'est mes milieux de lactation, si on veut. Les autres, c'est juste une alimentation qui est forte en acides aminés, en protéines et en énergie, mais qui n'a pas d'additifs à plein là-dedans. C'est plus modéré. Puis j'ai un groupe 4, à fond, qui est des fins de lactation pour les multiports surtout. Puis dans celle-là, ben, on coupe les prix, on fait avec des aliments plus de base qui coûtent moins cher. C'est la diète low cost, dans le fond, qu'on a dans le troupeau pour une centaine de vaches sur les 350. Proportion foin, maïs ensilage? Maïs ensilage à peu près à 75% dans les groupes en lait. Présentement, peut-être un petit peu moins que ça parce qu'on a eu 3 bonnes années de foin dans notre région locale. Je sais que c'est pas partout, à pas tellement de kilomètres à la ronde, mais nous, ça fait vraiment 3 années excellentes en foin qu'on a. Donc, on a comme. On a jonglé avec des inventaires de foin depuis 3 ans à la hausse qu'on veut écouler là, dans un délai raisonnable. Ça nous a empiété dans notre espace pour l'ensilage de maïs, donc on a ensilé un peu moins d'ensilage de maïs. Mais historiquement, on marche 75% ensilage de maïs, puis 25% ensilage de foin, l'usam. Toujours fermenté? Toujours fermenté, sauf si... non, en général, on vise fermenter et dans l'ensilage de maïs et dans l'ensilage de foin. L'élevage, ration, tari, puis... Pour les taris, ça fait déjà 10 ans qu'on a instauré la ration, la Golden Ration, Gold Ration qu'ils appellent. C'est paille avec ensilage de maïs. Hyper simple, mais ça prend de la belle paille hachée court, avec beaucoup d'eau. Mais c'est une ration qui est exempte de problèmes. Si on gère bien l'énergie, tout le reste va bien. Les vaches ruminent parce qu'il y a beaucoup de paille. La consommation, c'est le nerf de la guerre quand même pour faire du lait. Il faut maintenir une bonne consommation. L'ensilage de maïs, c'est appétant, les vaches aiment ça, mais on leur force à manger de la paille qui vient avec, donc ça stimule les vapeurs du rumen. Puis l'ensilage de maïs, souvent, c'est des chantiers de récolte qui sont stables puis réguliers. Fait qu'on est capable d'avoir une alimentation stable et régulière en pré-vêlage. Je pense que c'est ça qui fait la force de cette ration-là. Paille, quel type de paille? La paille de blé. De blé. Hachée. 3/4 de pouce à la fourragère ou sinon c'est le tomahawk et 3/4 de pouce aussi. Et l'élevage? L'élevage, c'est strictement ensilage de foin. Là, on voudrait travailler, avoir peut-être une prairie dédiée un petit peu plus au tard pour diminuer nos coûts de paille parce que souvent on fait de la ration, on fait des ensilages de foin de luzerne assez fortes en protéines qui fait qu'on est obligé de. Anciennement, l'idée c'était de diluer, c'est d'avoir une belle luzernière efficace pour les vaches à lait, mais diluée avec la paille. Mais là, la paille au coûtant nous coûte aussi cher, sinon plus cher que les ensilages. Ça devient un peu stupide de diluer quelque chose qui coûte plus cher que l'élément primaire. On se dit peut-être qu'il faudrait avoir un élément plus passe-partout, style avoine
en début gonflement qu'on ferait après une culture de pois, là, parce qu'on fait des cultures de pois de conserverie. Puis ça nous donne une fenêtre d'été qui pourrait nous permettre de faire une double culture en faisant une avoine grossière en filet vert pour les tares, qui doserait peut-être un petit peu moins en protéines, mais qui mixer un dans l'autre, on serait capable de chercher un ratio qui aurait du bon sens, puis un coût d'alimentation plus bas pour les tares. Martin? Vache à lactation? Alors, ben, nous autres, on run complètement différent. Les vaches en lactation, on fonctionne avec un groupe RTM seulement à l'ensilage de foin, maïs humide, puis on a un mélange protéique composé de 3 sous-produits simples, pas minéralisés. On achète tous nos minéraux, une base que tous les ingrédients mineurs dedans, puis après ça, le calcium phosphore séparé. Et pour pouvoir, vu qu'on est juste à l'ensilage de foin, mais pour ça permettre de réagir plus vite selon nos analyses justement. On est au silo tour, un seul silo, fait on a parfois de l'ensilage non fermenté, on utilise des bouchineries pour nous aider un petit peu dans cette situation-là. Sinon, après ça, les tares sont la majorité du temps avec des mélanges d'avoine pois qu'on récolte, comme on établit nos luzernières avec ça. Notre première coupe, comme ça on n'a pas besoin d'arroser nos luzernières. Puis sinon, ça va être au foin sec. Foin sec minéraux, on n'a pas d'apport de grains en général pour les tares. L'avoine pois est assez riche pour faire le travail. Les vaches taries sont seulement au foin sec. On fait une petite RTM en préparation vêlage juste pour amener une quantité de grains adéquate pour partir le rumen. Puis on travaille avec du Exelite pour les vaches taries pour justement plus avoir à gérer les niveaux de potassium dans le foin sec. Ça fait 2 ans, puis ça fait une énorme différence. Là, ça, vu que des fois on est un peu short dans le foin, justement, fait qu'on en achète un peu, fait que ça nous permet de pouvoir gérer ça plus facilement, là, les niveaux de potassium. Excellent. Jérôme? Vache en lait. Vache en lait, oui. Ouais, ça va bien quand tu poses la question. Va en ton OK, vache en lait. Vache en lait. Ben dans le fond, moi, c'est un one group. C'est ensilage de maïs, ensilage de foin environ 75%, 25%. Maïs moulu, tourteau de soya, supplément minéral, puis foin sec au besoin. Au robot, j'ai 3 moulées, une moulée standard 16%, un top 44, dans le fond un top dress, puis une moulée pour les fraîches au départ 21 jours. Tari, c'est one group aussi. Boy, foin sec, 50% chacun. Tourteau de soya, ensilage de maïs, eau. Puis je top dress mes préparations vêlage avec un concentré de préparation avec Exelite moi aussi. Puis depuis que je fais ça, moi aussi, c'est pas de la magie, mais c'est tout comme. Puis j'ai 2 silotos pour mon ensilage de maïs, puis mon foin il est en ballon enrobé. Préparation vêlage, c'est dans ton ordre? Ou c'était mieux que je vais aller seulement des Ben, tares? j'ai dit préparation Ah, vêlage. ok, c'est ça. Ok, excuse-moi, les tares, Les tares, dans le fond, moi j'ai pas de tares parce que je suis sans élevage. J'achète tous mes animaux. Excellent. Du côté de... Ça fait le tour? Bon, ouais. T'en masse. Du côté de Eric, bon, Eric, c'est son entreposage est dans des silos. Il y a 2 silos pour le maïs ensilage, puis un silo pour le foin. Lui tout également, proportion, c'est un peu plus que 50% maïs ensilage, le restant en foin. 2 repas par jour, il pousse dans l'alimentation 2 à 3 fois par jour également. Il vise des refus là, de 5 à 8%. Au niveau des vaches en lactation, one group, un seul groupe, sauf pour les fraîches vêlées qui sont top dressées. 8 kg de maïs moulu, 2,5 kg de soya, 1,5 kg de supplément, puis complète avec minéraux et eau si nécessaire dans la RTM. Au niveau du fourrage, 30 kg de maïs ensilage, 20 kg de foin. Puis il rajoute à ça 1,5 à 1 kg. Bon, il marque en parenthèse plus souvent 0,7 à 0,8
kg par vache par jour de paille de soya ensilée. Donc lui, il utilise la paille de soya ensilée qui coupe à 0,5 pouces de longueur de coupe, comme l'ensilage de foin. Je vous reviendrai un peu plus avec du détail là-dessus, là, sur la paille de soya par la suite. Avant, il y a au niveau de la préparation vélage, il y a 2 kg de maïs grain moulu, 2 kg de tourteau. Ça varie en fonction bien sûr de l'analyse de foin. Ajoute à ça du minéral pour vache tarie, calcium saupoudré par-dessus l'ensilage. Au niveau des fourrages, 60% maïs ensilage, 40% de foin. Donc on est toujours dans la préparation de vélage. Il donne 15 kg par vache par jour dans une RTM. Il ajoute du foin sec de deuxième coupe de graminées à volonté. Puis finalement, au niveau du tarissement, il n'y a aucun concentré. Quand le foin il est bon, puis il me dit que c'est la majorité du temps, c'est le cas. Du foin de première coupe vraiment pauvre, va donner un peu de tourteau par-dessus, mais ce n'est pas arrivé depuis quelques années. Au niveau des fourrages, une RTM avec 2 ensilages, toujours 60% de maïs ensilage, 40% de foin. Il donne 10 kg par vache par jour. Même proportion de foin et de maïs ensilage pour tous les groupes. Il faut juste mettre 2 ensilages dans la RTM au début. Il sort pour les tâles puis les vaches taries et préparation vélage avant d'ajouter les autres ingrédients pour les vaches. Donc dans le fond, il part avec cette base-là, puis après ça, il complète pour les autres groupes. Je vous disais qu'il utilisait la paille de soya. Il nous a transféré un peu d'informations sur sa technique, sa façon de faire. Donc, ce qui est écrit, c'est qu'1 kg de paille de soya égale à 3 kg de foin sec. Bon, ça dépend toujours du type de foin sec, là, ceci dit. Il dit que la paille de soya amène plus de fibres que celle de blé. Il dit que, la petite histoire autour de l'utilisation de la paille de soya, c'est qu'ils ont commencé à en mettre autant comme bedding, puis avant d'ensiler parce que c'était de la paille ensilée, qui avait été ensilée parce que ça imbibe plus. Puis la nutritionniste lui a demandé s'il était game d'essayer dans la RTM. Puis là, la nutritionniste voulait en mettre à la préparation de vache tarie, mais c'était un groupe trop petit pour faire un mix dans la RTM. Pour les préparations vélage et tarie. Ils ne peuvent pas nécessairement récolter la paille de soya à chaque année. Donc ça, c'est un élément non négligeable. Il faut absolument que ça soit de la paille de soya qui est sec. Irrécupérable s'il pleut une fois dessus. Ça reste au champ. Fait que les conditions, ça c'est non négociable. Il dit rien à faire, même si c'est fané. Je présume qu'il l'a testé. Fait que c'est vraiment, une fois c'est récolté, le grain, il faut presser. Sinon, il dit ça risque de ramasser de la roche, puis de la paille va chauffer. Il dit même que la tige doit vraiment être sèche aussi. Pas juste la bine, il faut que tout soit sec. Puis lui, la façon d'entreposer, c'est qu'il y a un bunker qui dure environ 2 ans. Donc, il peut s'en faire d'avance. Donc, quand les conditions sont favorables, il s'en fait un volume important pour être capable d'étirer pour plus qu'un an. Ça fait peur pour bien du monde d'ensiler de la paille de soya. C'est vrai que ça désaffile les couteaux plus rapidement. Il doit filer 2 fois plus rapidement pour que l'ensilage de foin. Il y a aux 5-6 voyages qu'il faut qu'il affile les couteaux au lieu de 10 à 12. Puis il relève un peu le panier pour éviter de récolter de la roche et de la terre. Ça aussi, la terre, c'est un élément important. Il faut qu'elle soit clean. Son voisin n'ira jamais avec ça, donc, ou ses voisins. Donc, ça reste, de ce que je comprends de ses propos, quand même à faire avec certaines délicatesses. Bon, il a peur des champignons, mais lui, il dit qu'il a toujours fait analyser s'il y avait des toxines dans sa paille. Puis jusqu'à la date, ça a toujours été une analyse qui est semblable à celle de la paille de blé. Quantité tellement minime que ça n'affecterait pas les vaches selon lui. Il semble avoir un certain degré de tolérance. Fait que voilà pour son vécu au niveau de son alimentation et sa particularité au niveau de l'utilisation de la paille de soya. On vous posait, les gars, comme question également toute autre information que vous jugez importante dans votre système d'alimentation. Ce que Eric nous a partagé comme information, c'est pour les fraîches vêlées. Il apporte plus de fine-tuning dans les premiers 30 jours environ, jusqu'à ce que les vaches ne soient plus anémiques. Il donne du foin sec, une galette de 2e et 3e coupe avant chaque repas.
moins d'ensilage que les vaches en lactation, donc environ les 2 tiers d'une vache, environ le 2 tiers de ce qu'une vache normale reçoit. Puis il ajoute 2 kg de maïs moulu plus 2 kg de tourteau à ça. Il trouve vraiment important et très important de bien partir les vaches fraîches vêlées. Pour lui, ça fait partie de son succès au niveau de sa productivité. De votre côté, y avait-il d'autres choses à rajouter au niveau, dans vos notes, au niveau justement de l'alimentation, informations à rajouter de votre côté de vos entreprises? Ça fait pas mal le tour? C'est bon? Merci pour la gestion de temps. Au niveau de l'élevage, du côté de Eric, oui, on élève. Quel facteur qui est pour lui important? Bon, il regarde la production de lait, gras, protéines. Puis, bon, je vais vous le lire. Il regarde la production de lait, gras et protéines, un des premiers critères depuis 2-3 ans. J'imagine sa production de lait. Qui regarde plus. Avant, il sélectionnait plus pour la conformation, donc pour le show, l'apparence. Mais maintenant, plus la rentabilité et le gras par vache par jour sur lequel il porte une attention. Doit quand même être positif pour la confrontation, la conformation. Ça, c'est un facteur qui n'abandonne pas encore. Toujours les taureaux les plus chers, environ 60% pour la production, 40% la conformation. Par contre, il dit que ça semble se diriger plus vers le 50-50 actuellement. Il aime avoir de plus belles des belles vaches et il veut qu'elles touchent aussi. Bon pied, bon membre, etc. Donc, c'est un élément qui demeure encore important dans son entreprise. C'est pour ça que la conformation y attache encore l'importance. Jérôme, je te laisse le balade. Jérôme, je te passerai pas le micro parce que l'élevage, c'est simple. Tu prends ce qu'il y a. Je pense qu'il reste. Ce qui reste. Avec Martin, je te passe le micro. Chez nous, d'un point de vue élevage, ça ressemble quand même un peu à ce que Raphaël parlait. Là. On utilise pratiquement 50% de Angus où on a des embryons Speckle Park pour un de nos vétérinaires. Pour diminuer la pression d'élevage parce qu'on élevait beaucoup trop. Puis avant ça, on commerçait quand même pas mal de vaches. Maintenant, c'est devenu plus difficile une secousse. Là, les prix sont meilleurs, là, mais on a quand même pris cette avenue-là. On utilise juste des taureaux éprouvés. Faut que tu le manges, le micro. Ah oui? On utilise juste des taureaux éprouvés. Étant donné qu'on n'a pas un gros troupeau, on essaye de réduire un peu la disparité. On fait encore quelques transplantations, mais ça aussi, on a beaucoup diminué vu qu'on fait moins de commerce. Puis, mais ça nous est. Les taures en général vont porter des embryons, là, presque tous. Puis on fait, pour réduire l'élevage, mais justement, on fait tout sexer par échographie. Fait que par période, un peu comme il disait tantôt, Raphaël, par période de 3 mois, on vise nous autres, dans notre cas, 4 à 5 génisses par période de 3 mois. Puis en faisant sexer comme ça, ça nous permet de se réajuster au fur et à mesure en cours de route, soit implanter un peu plus d'embryons, justement, peut-être les taures premiers veaux pour se donner une chance de plus d'avoir des Holsteins si on voit qu'on n'aura pas assez de femelles qui s'en viennent. Sinon, c'est pas mal ça. Là. Excellent. Raphaël, pas grand-chose à rajouter par rapport à ta conférence, j'imagine? Non, je ne rajouterai pas grand-chose. Parfait. Jérôme, y a-tu quand même une stratégie au niveau de tes achats par rapport à pour justement remplacer tes animaux à nous partager? Mais c'est plutôt de la vache fonctionnelle, là, vu que je suis au robot, c'est le bi, les pieds et membres surtout. Là. Donc les compositions, c'est pas. Ça serait à faire, comme on a discuté, mais c'est un peu plus difficile d'avoir les chiffres là, tout le temps. Puis normalement, les bonnes vaches ils restent dans les étapes pour que le monde fasse leur ratio. Fait que c'est dans le futur peut-être quelque chose à faire. Hein. Excellent. Jérôme, la dernière question que je posais pendant le micro, c'est toi qui vas initier ça. C'est selon ton expérience sur ton entreprise, quel est le ou les points qui te semblent le plus important pour obtenir des performances que tu obtiens quand même un très bon ratio de kilos de matière grasse par vache par jour? J'ai le confort général des animaux, ventilation, litière, tout qu'est-ce que. Pour que les animaux soient bien. La qualité des fourrages. Puis nous, la robotique, c'est quand même un point assez important vu qu'on est juste 2 à travailler sur la ferme. Ça se fait sauver du temps, puis on peut mettre plus de temps sur
les animaux puis avoir les performances qu'on a. Puis le travail d'équipe avec les vétérinaires, les représentants, les agronomes, tout seul, on ne ferait pas grand-chose en fait. Donc on s'assure d'être bien Ouais, encadré. c'est là. ça. Puis écouter ce qu'ils ont à dire aussi pour pouvoir avoir plusieurs idées, puis ça l'aide bien. Tantôt, dans ton système d'alimentation, tu as parlé si tu étais fermenté tout le temps, puis L'ensilage de maïs, non. Le foin, oui, mais l'ensilage de maïs, non. On n'a pas assez de capacité pour être tout le temps fermenté. Silo, bunker? Silo, je l'avais dit. Ok, silo. Excellent. C'est le bout où j'ai lu. Hein, Ouais, non. ça fait le tour de ton côté, Jérôme? Ouais. Excellent. Martin, d'autres choses à rajouter par rapport à ton expérience? De notre côté, on fait à peu près tout ce qui est possible pour maximiser la consommation. Je pense que c'est ça qui est le nerf de la guerre, là. Comme il parlait aussi, Jérôme, les intervenants, on fait affaire avec un conseiller en alimentation indépendant depuis une vingtaine d'années. Fait que ça nous amène, là c'est un conseiller chez Valacta. Fait qu'on suit aussi les profilables pour pouvoir se rajouter en cours de route au fur et à mesure. C'est pas mal ça. Raphaël? Nous autres aussi, c'est sûr qu'on a des bons bâtiments, on a mis du confort aux animaux aussi. Mais je pense qu'une des affaires qui fait en sorte qu'on est quand même productif, c'est que je pense qu'il n'y a aucun aspect dans toute notre régie qui n'a pas été soigneusement étudié au moins une fois en cours de route, que ce soit des affaires aussi niaiseuses des fois que la quantité de rythme qu'on met, la gestion des bains de trayon, ça soit des fois ça paraît stupide, mais il y a à peu près chaque aspect, aussi minime soit-il, à la ferme a été au moins une fois étudié pendant un moment, jusqu'à temps qu'on trouve le sweet spot si on veut, puis qu'on dise ok, ça c'est beau, on répète. On passe à un autre sujet, puis on étudie une autre chose. Il n'y a pas grand-chose qu'on a laissé au hasard à la ferme. Tout a été pensé puis repensé en fonction de ce qui évolue aussi, là, parce que tout évolue, mais les affaires qu'on n'a pas de problème, on laisse plus de temps avant de réévaluer, mais on réévalue tout souvent on réévalue en fait, nos méthodes. De la part des ressources extérieures sur votre entreprise dans votre gestion de troupeau? En fait, on est une partie intégrante, là. On fait vraiment des rencontres d'équipe avec tout le monde qui nous entoure. En fait, on se sert vraiment des conseils de tout le monde. Moi, on n'est jamais fermé, on n'est pas très conservateur, on est capable de prendre la critique aussi. En fait, c'est souvent ça qu'on demande de nos intervenants, c'est de nous challenger puis de pas juste nous flatter dans le sens du poil. Là. On veut avoir l'heure juste, puis on veut s'améliorer tout le temps. Puis même quand on est bon, on pense qu'il y a tout le temps moyen de s'améliorer quand même. Excellent. Pour conclure, du côté de Eric, lui, ce qu'il nous dit, c'est les gars, être dans l'étape et observer. Donc pour lui, c'est un élément important. Il n'y a pas juste la production, il y a aussi la repro, les chaleurs qu'il faut s'attarder. Pour ne pas avoir des vaches qui retardent au veillage, qui retardent et qui veillent trop grasses. Avoir une bonne conseillère d'alimentation, de Lactanet, que lui privilégie, qui amène toujours des nouvelles idées, un peu comme tu viens de dire, Raphaël, là, à être ouvert à les écouter et à essayer de nouvelles choses. Donc, ça fait le tour des questions.